Allez, nous y voici, nous y voilà. Bonjour, bienvenue à tous dans cette matinale. La caméra n'est pas du tout bien ajustée et on est parti. Écoutez, bonjour à tous, bienvenue pour cette matinale du mardi matin, comme d'habitude. Une matinale sous le signe de la news, comme d'habitude également, mais pas sous le signe de la recommandation, parce que malheureusement, je voulais vous recommander un film et je n'ai pas eu le temps de le regarder en entier, donc je ne vais pas vous donner mon avis sur un film que je n'ai pas vu en entier, ça serait quand même dommage. Donc on va simplement parler cinéma et télévision tous ensemble. Et puis voilà, pour les recommandations, je vous laisserai les faire dans le chat à la limite si vous le désirez. Et puis voilà, avant de commencer, je vous rappelle que moi, c'est Critflix, que tous les mardis matins, vous avez une matinale où je vous parle de cinéma, plutôt du côté professionnel, avec voilà, peut-être quelques informations sur les métiers du cinéma et de la télévision. Et puis ensuite, le vendredi, Critflix avec David, c'est uniquement en audio sur toutes les plateformes de podcast, vous l'avez sur YouTube également, mais il n'y a pas d'image. Et ça, donc c'est tous les vendredis ou samedis avec David où on fait le point sur le cinéma et la télévision, avec les audiences, avec le programme, etc., etc. Et si vous le voulez, vous avez un Patreon, patreon.com/critflixmedia, où vous avez tout ça en avance de 24 heures et en plus des petits bonus pour les personnes qui nous soutiennent. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est quasi entièrement gratuit. Tout ce que je diffuse est gratuit, sauf deux, trois petits trucs. Mais voilà, si vous voulez avoir toutes les informations de Critflix, vous pouvez vous rendre directement sur le Patreon, nous suivre sur les réseaux que vous avez juste en haut sur la bannière là. Voilà, donc ça c'est fait pour l'introduction. J'oublie d'ailleurs de remercier à chaque fois, et je devrais le faire, mais nos deux patrons qui sont Monsieur Passini et Thomas, voilà, qui nous soutiennent financièrement pour qu'on puisse avancer dans Critflix. Au niveau des informations qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va avoir la news sur le salaire des réalisateurs, je vais y arriver. On va avoir le salaire des réalisateurs, un petit article qui est sorti dans le premier, celui-ci, celui qui parlait de Mission Impossible. Et voilà, donc ça va nous permettre du coup de faire un petit point sur le salaire des réalisateurs qui est finalement pas si important. Il y a quelques élus, hein, comme d'habitude, qui ont accès à des salaires relativement hauts, mais en fait, il y a pas mal de monde qui finalement n'a pas accès eh bien, à la richesse escomptée du réalisateur, celui qu'on connaît bien, celui d'Hollywood. Eh bien, très peu de réalisateurs en fait arrivent à s'en sortir financièrement. Ils sont obligés de gruger à droite à gauche pour pouvoir toucher un salaire décent, donc ça on va en parler. On va ensuite parler des 70 ans de l'AFCAE parce qu'ils font deux, trois petites actions en fait entre 2025 et 2026, puis ils s'associent également avec le Pass Culture pour mettre en avant le 15-25 ans. Enfin, en tout cas, les séances dédiées au 15-25 et donc essayer de les mettre en avant sur le Pass Culture pendant l'année des 70 ans de l'AFCAE. On parlera ensuite du prix CST pendant le Festival de Cannes. Donc le CST, c'est la commission technique, commission supérieure technique de l'image et du son. Pourquoi on en parle? Parce que je suis projectionniste et que la CST, c'est quand même une entreprise, enfin c'est une commission qui est très importante pour nous en tant que projectionnistes, pour tout ce qui est technique, etc. Donc là, ils ont récompensé des prix techniques et je trouvais ça hyper intéressant. Le Festival de Cannes, je vous en parlerai avec David vendredi dans le prochain Critflix. Donc voilà, le prix CST, on parlera pas du Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, ce sera avec David en audio sur le prochain Critflix. Et puis ensuite, quelques petits news en bref que je vous ai préparés. C'est des trucs qui vont aller très très vite, qui vont nous permettre de terminer cette matinale qui, je vous le répète, n'aura pas de recommandation filmique puisque je n'ai pas eu le temps de finir le film que je voulais vous montrer. Donc, on va pouvoir attaquer cette matinale tranquillement en parlant du coup de la première news, le salaire des réalisateurs. Alors, c'est un article, comme je le disais tout à l'heure, que j'ai trouvé dans le premier du mois de mai 2025. C'est le premier avec Tom Cruise en couverture. Et donc, il y a un article qui s'appelle Orion. Ah, si j'étais riche, la précarité des cinéastes en question. Puisque vous le savez peut-être, mais on en avait parlé en fait il y a quelques temps, Brady Corbett, le réalisateur de The Brutalist, s'était plaint en fait que toutes les récompenses qu'il avait gagnées ne lui avaient servi à rien et qu'en fait il vivait chez ses beaux-parents quoi, parce qu'il n'a pas les moyens de se payer un loyer malgré le succès du film. Puisque les lois, en règle générale, pour les réalisateurs, ne sont quand même pas très bien fichues. Et donc, je voulais revenir là-dessus avec vous parce que il fallait quand même qu'on supprime cette idée
que les réalisateurs sont des mecs super riches qui vivent dans des grandes villas. Alors il y en a, je dis pas, mais on va voir ensemble qu'en fait il existe des solutions et que c'est pas forcément la réalisation de films qui leur fait gagner le plus d'argent. Et c'est ça qui est intéressant. Malgré des recettes de 48 millions de dollars pour un budget de 9,6 millions, Brady Corbett a dit que lui et sa femme étaient donc du coup fauchés, hein, et qu'ils étaient obligés de vivre chez ses beaux-parents. Donc ça c'est quand même un truc de fou. Et donc en fait, Première explique que finalement, les réalisateurs en fait, sont payés en amont. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont payés pour 2, 3 ans d'un coup. Ils reçoivent une énorme somme que eux vont étaler eux-mêmes, parfois qui sont payés en plusieurs fois en fait par les maisons de production, et en fait ce salaire va leur servir pour le projet en question. Mais en fait, une fois que le film sort, il n'y a plus d'argent qui rentre, hormis les royalties entre guillemets, mais qui se jouent à quelques centimes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'arrivée des plateformes, ça se joue vraiment à quelques centimes par visionnage. Et donc, en fait, les réalisateurs ne touchent quasiment plus rien maintenant pour un film. Et donc ça, c'est assez intéressant. Donc on le voit, il y a par exemple Sean Baker, un Oscar du meilleur film pour Anora l'année dernière, enfin cette année même. Ils n'ont pas d'enfants, ils ont décidé de ne pas avoir d'enfants parce qu'en fait, ils savent qu'ils n'auront jamais les moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins à cause de leur métier. Donc ça, c'est un truc de fou. Brady Corbett, je vous l'ai dit, il s'est installé chez ses beaux-parents. Et donc du coup, beaucoup complètent leurs revenus avec de l'enseignement, des missions de réalisation alimentaire, des aides à l'écriture, des incursions dans la photographie ou dans l'art contemporain, voire le soutien familial. Donc c'est un truc de fou de se dire qu'en fait, les gars, ils sont obligés de taffer comme des acharnés. Alors après, on bosse tous comme des acharnés, je dis pas. Mais en fait, le principe de vivre de sa passion, il n'est pas tout à fait exact chez les réalisateurs modernes qu'on connaît en fait aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors, ils ont réussi à interviewer aussi la réalisatrice de The Substance, Caroline Farja, qui a dit qu'elle était partie aux États-Unis justement parce qu'elle allait pouvoir trouver une espèce de cohérence, un équilibre en fait entre le fait d'avoir un budget très restreint mais de pouvoir faire parler complètement sa créativité. Et c'est comme ça qu'elle a pu faire The Substance. Et donc elle disait, mon conseil à un jeune réalisateur, croire en sa vision, tenir bon, quoi qu'il en coûte, et trouver le moyen d'atteindre ses objectifs. Donc voilà, elle a continué, elle a réussi à faire ce qu'elle voulait. Alors faut faire attention aussi parce que, bon ben voilà, Caroline Farja, elle est... Coralie, pardon, Caroline, n'importe quoi. Coralie Farja, elle a réussi, on en est à un point où, voilà, encore une fois, on a interviewé des personnes qui ont réussi dans le métier, pas forcément financièrement, mais en tout cas au niveau de leur succès critique, ils sont suivis par des grosses productions et des gros producteurs, et on parle très peu de ceux qui n'y arrivent pas, hein, qui ne dépassent pas finalement la ligne, et qui ne feront jamais le film qui va leur permettre d'avoir un salaire décent, donc il faut vraiment y faire attention. On avait un petit point aussi sur la VOD, hein, où il disait que la VOD ou la rediffusion en streaming légal ne rapporte presque rien, quelques centimes par clic. Quant aux salles, seul un immense succès permet de toucher des droits significatifs. Face à cette précarité, les stratégies de survie se multiplient, et comme je vous l'ai dit, du coup, ils ont trouvé des solutions à côté. Cet article est quand même hyper intéressant de voir que le monde du cinéma a cru aussi à l'arrivée des plateformes. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont pensé que l'arrivée des plateformes allait pouvoir sauver ce fameux salaire, mais au final, pareil pour, pour les personnes qui écrivent, hein, pour les plateformes et pour le cinéma, ce sont des métiers qui sont quand même relativement précaires. Si le début du parcours représente le moment le plus périlleux en France, c'est la fin qui s'avère la plus rémunératrice. Une diffusion sur une chaîne nationale ou en exclusivité sur une plateforme importante génère les droits d'auteur les plus substantiels, analyse encore Romain Cogitor. Il faut vraiment comprendre qu'en France, on a encore un système qui est plus ou moins, encore une fois, adapté pour éviter la précarité, mais c'est pas encore quelque chose de totalement safe. Après, encore une fois, les métiers les métiers d'artistes, on va dire entre guillemets, sont toujours beaucoup plus aléatoires que le reste. Et c'est vrai que pour s'en sortir, c'est plus compliqué puisque le salaire ne tombe pas forcément tous les mois comme on le voudrait sur un métier classique. Ce qui est plus embêtant, c'est vraiment cette histoire de passion, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller faire des cours dans des universités, de faire des clips, des publicités, ou faire du travail d'écriture alors qu'on n'a pas forcément envie de le faire, parce que sinon on n'arrive pas à survivre dans ce monde qui malheureusement a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. La news numéro 2, c'est les 70 ans de l'AFCAE. Alors, les 70 ans de l'AFCAE. Qu'est-ce que l'AFCAE? Parce que c'est vrai que finalement, on en parle beaucoup, mais j'ai peut-être jamais trop donné la signification de l'acronyme. L'AFCAE, c'est l'Association française des cinémas arts et essais. Il y a beaucoup de sujets, autant dans la matinale que dans Critflix, où j'aborde cette association. C'est une commission de plusieurs personnes qui s'engagent pour l'art et essai en France. Donc, ils vont regarder des films et ils vont décider
de la classification de certains films, oui ou non, en faveur de la RSC et comment ils sont classés. Est-ce que c'est un simple film à RSC? Est-ce que c'est de la recherche et de la découverte? Est-ce que c'est de la jeunesse? Est-ce que c'est du documentaire, etc., etc. Je crois qu'ils ne gèrent pas, par contre, tout ce qui va être patrimoine, mais je n'en suis pas certain. Ils ont certaines comment dire, certains rendez-vous annuels, comme par exemple, on va avoir les coups de cœur surprises de l'AFCAE, hein, qui sont chaque mois un film en avant-première dont les spectateurs ne savent rien. Ils viennent simplement voir un film en avant-première qui est forcément par contre déjà soutenu par l'AFCAE, donc il est déjà classé à réessai, et on le diffuse aux gens sans leur dire quoi que ce soit. On peut leur donner des indices via les réseaux, ce genre de choses. Mais par contre, on n'a pas l'autorisation de dire ce que c'est comme film. Comme ça, ils viennent découvrir, eux, ces films-là. Et ça fonctionne très bien, en tout cas dans mon cinéma, ça fonctionne très bien, j'en suis très content. On a les rencontres nationales de la RSC, le festival Télérama, le festival pour enfants Télérama, mais je crois que le festival enfants Télérama, il a été arrêté parce que ils avaient un petit souci au niveau des entrées. Ça faisait pas forcément les entrées escomptées, et donc du coup, ils ont décidé de l'arrêter. Ils le recommenceront plus tard, peut-être en 2026, sous une autre forme, mais pour l'instant, ils ne l'ont pas refait en 2025. On a les journées à réessai du cinéma européen, donc ça c'est au mois de novembre, où vous avez du coup une journée dédiée à la réessai européen, donc c'est partout en Europe, tous les cinémas qui décident de le faire, et vous avez souvent des grands rendez-vous, soit en VF, soit en VO, avec des rencontres, avec des entretiens, en direct sur écran avec un écran interposé. Souvent, c'est filmé dans un autre cinéma. Voilà, donc on a pu faire ça. Ça fait 2-3 ans qu'on le fait dans notre cinéma. On a le Festival Lumière qui est soutenu par l'AFCA, et donc ça, c'est à Lyon. Le prix des cinémas à réessai, les rencontres jeunes publics et les rencontres nationales à réessai répertoire. Ils font plein d'autres trucs. Les cinémas, donc, du coup, peuvent adhérer à l'AFCAE pour avoir accès justement à tous ces avantages-là et pouvoir avec eux participer à toutes ces actions. On a des films recommandés, donc vous allez avoir un tableau qui va vous permettre de savoir si le film que vous allez passer est recommandé à réessayer ou pas, pour pouvoir jouer avec les fameux pourcentages, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais pour pouvoir être classé à réessai, il faut avoir un certain pourcentage de films à réessai. Alors ça devient un peu plus compliqué que ça maintenant, mais en gros c'est ça. Il faut que vous passiez un certain nombre de films à réessai et que vous fassiez certaines actions tout au long de l'année avec ces films-là pour attirer du monde en salle. Et donc à la fin, on remplit un dossier avec le CNC pour pouvoir toucher des subventions qui vont nous aider à pouvoir diffuser ces films-là qui font forcément moins d'entrées. Et donc voilà, pour rattraper le manque à gagner par rapport à un gros film comme Lilo et Stitch ou Mission Impossible, eh bien le CNC nous aide si on passe assez de films à réessayer. Ça fait 70 ans que l'AFCAE existe, ça fait 70 ans que cette commission a été mise en place, et pour fêter les 70 ans, ils ont déjà envoyé un mail à tous les cinémas partenaires pour leur demander courant 2025-2026, de préparer une à plusieurs séances dédiées aux 70 ans de l'AFCAE et à la RSC. Souvent, donc là, ils préconisent une séance facile, hein, c'est-à-dire on choisit un film qui nous tient à cœur ou pas, et on va faire une présentation du film, une présentation de l'AFCAE. Pourquoi on fait de la RSC? Qu'est-ce que ça nous permet de faire au niveau du cinéma? Comment ça évolue? Comment ça permet de faire évoluer en fait notre exploitation cinématographique? Et quels sont les avantages et les défauts de diffuser de la RSC? Enfin voilà, créer une discussion autour de la réessai. Ça, c'est ce que nous demande à nous, les cinémas, l'Association française des cinémas à réessai, l'AFCAE, pour l'année 2025-2026. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec le Pass Culture. Donc ça prouve déjà, et c'est ça aussi dont je voulais parler aujourd'hui, ça prouve que le Pass Culture n'est pas enterré, il est encore vivant, il est toujours là, il est en plein basculement, il est en train de changer ce Pass Culture qui permet aux jeunes d'acheter des places de cinéma et d'autres choses, hein, des livres, des CD, des abonnements à des plateformes françaises, ce genre de choses. Et donc pendant les rencontres avec l'AFCAE à Cannes, ça s'est passé le 14 mai, la présidente du Pass Culture et ses équipes ont mis l'accent sur une action en faveur de l'ARSC. Pour les jeunes, le but est de viser les 15-25 ans, cette fameuse tranche d'âge qui ne viendrait plus au cinéma, qui est tout à fait le cas chez moi, je ne vais pas vous mentir, n'ayant pas de lycée ni d'école supérieure au niveau des études dans ma petite ville de Saône-et-Loire, et bien effectivement, on n'a plus trop les 15-25 au cinéma. Ce sont des jeunes qui soit sont en internat, soit ont beaucoup de bus à faire le matin et le soir, donc n'ont pas forcément envie en semaine de venir, et donc le week-end de vouloir voir les copains, et n'ont pas forcément l'idée de venir au cinéma, surtout que ça représente forcément un budget sur le long terme, donc il faut aussi essayer de les attirer avec d'autres choses, et pas forcément leur faire venir voir des films qui sont
non classés, comme encore une fois Mission Impossible, Destination Finale, ce genre de choses. L'AFCAE est là pour nous motiver, pour nous donner les clés et les outils pour attirer les jeunes sur des films un petit peu plus, euh, j'ai envie de dire, intelligents, sur un peu plus travaillés, voilà, on va dire, et surtout des films classés à réessayer pour leur faire découvrir d'autres choses. On a par exemple le film Oli, qui est sorti là mercredi, oui, qui est sorti mercredi, puisque j'en ai parlé la semaine dernière, qui est idéalement prévu pour les 15-25 ans. Ça parle de skate, ça parle de famille de problématiques, ça parle de perte d'un membre cher de la famille, ça parle de la perte de soi aussi et de qu'est-ce qui se passe si bah, on laisse tomber la société et qu'on s'en va vivre au milieu de la forêt, voilà, et qu'est-ce qui nous arrive après ça. Donc voilà, ça c'est des choses par exemple qui sont idéalement faites pour les 15-25, et on aimerait attirer les jeunes sur ce genre de films-là, des films qui les attirent pas au premier abord, donc c'est difficile de les prendre par la manche et de les attirer en salle en leur disant si, t'inquiète pas, le film va être chouette, c'est juste que ça explose pas dans tous les sens, et donc forcément ça va te changer un peu de tes habitudes. Donc là, le but, ça va être de mettre en avant, entre l'AFCA et le Pass Culture, des séances spécifiques qui seront référencées sur l'application Pass Culture et qui seront valorisées par l'application pendant l'année des 70 ans de la RSC. Alors, l'année, oui et non, puisque en fait, les dates sont assez précises. Ça va aller, je crois, de septembre à décembre. Si je ne me trompe pas, je vais vous retrouver l'information, histoire de ne pas vous dire de bêtises. L'objectif est d'organiser plusieurs centaines de projections d'ici la fin de l'année 2025. Donc voilà, ça nous laisse quand même jusqu'à la fin de l'année 2025, sachant que nous, ils nous ont dit d'aller au moins, qu'on pouvait aller jusqu'en mai 2026. Donc voilà, l'un dans l'autre pourra peut-être que le Pass Culture va réitérer l'opération jusqu'en mai 2026, mais en tout cas pour l'instant, c'est au moins d'aller jusqu'en décembre avec une mise en avant des séances 15-25 plutôt dédiées à réessai ou des séances à réessai dédiées 15-25, autant le dire dans l'ordre. Donc voilà, pour rappel, donc ça c'est donc l'article, je le tiens de boxofficepro.fr, c'est un site totalement gratuit où vous pouvez avoir plein d'informations sur le cinéma et surtout le cinéma pro. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Si vous venez sur Netflix pendant la matinale, c'est quand même mieux que ce soit moi qui vous transmette les infos, parce que si vous savez tout, vous venez plus me voir et moi ça m'intéresse plus. Mais si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-bas. Pour rappel, 94% des cinémas français, donc à peu près 1926 établissements, sont à jour partenaires du Pass Culture, dont 1110 sont classés à réessai. En 2024, sur les 3 millions de séances de cinéma que les jeunes auxquelles les jeunes ont assisté avec le Pass Culture, plus de 20% par rapport à 2023, plus de 660 000 étaient des séances à réessai. Donc ça c'est chouette. On en reparle, c'est toujours la même chose. Cinéma à deux vitesses, grande ville, campagne, c'est difficile pour nous d'approcher les jeunes. Ici en campagne, c'est plus compliqué, mais on fait ce qu'on peut pour essayer de les attirer au maximum sur ce genre de séance. Il faut qu'on trouve les bonnes démarches, il faut qu'on aille vers eux, qu'on prenne du temps, peut-être en dehors des séances de cinéma, pour les attirer vers la salle. Et ça, c'est un travail à faire en amont qui est assez difficile à organiser, et avec les élèves, et avec les professeurs, et avec les parents, et puis surtout avec le temps de travail d'un exploitant qui de toute façon est bloqué entre les murs du cinéma pendant ses heures de boulot. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut et qu'on veut mettre en place, mais qui sont difficiles. Il faut une sacrée vitesse de croisière, un truc vraiment tranquille où on est lancé, on est sur notre lancée pour pouvoir déclencher ce genre de choses. Mais ça se fera dans tous les cas. On essaiera de le faire au maximum pour accompagner les jeunes vers des films à réessai. La troisième news, c'est les prix CST. Comme je vous l'ai expliqué, le CST, c'est la Commission supérieure technique de l'image et du son. Je tiens également cette information de Box Office Pro, même si de toute façon, voilà, c'est un secret de polichinelle. En fait, il n'y a même pas de secret du tout. La CST délivre des prix techniques tous les ans pendant le Festival de Cannes. Il les a délivrés encore cette année, et je trouve ça intéressant puisqu'il y a une justification de pourquoi ils ont délivré telle ou telle récompense aux personnes impliquées. Comme par exemple, donc alors là, cette année, le jury était présidé par Caroline Champetier, qui a distingué donc un prix d'artiste technicien à Rubens Impense, j'espère que je le dis pas mal, qui est directeur de la photographie, et Stéphane Thiebaud, qui est mixeur pour le film Alpha, pour la puissance de la créativité et à l'image et au son. Donc Alpha, c'est le film de Julia Ducournau, c'est son dernier film, c'est la réalisatrice qui avait fait Titane et qui avait fait Grave également.
qui a fait, d'ailleurs, pourquoi qui avait fait, qui a fait Grave et qui a fait Titan. Donc cette année, c'est son équipe technique qui a été récompensée. À savoir que c'est des personnes qui avaient déjà travaillé avec elle sur Titan, justement. Le prix CST de la jeune technicienne, donc vraiment un prix dédié à une personne féminine. Donc la jeune technicienne de cinéma a été décernée par un jury présidé par Françoise Noyon, à Éponine Momenceau, chef opératrice de Connemara, le film d'Alex Lutz. Et donc ils l'ont justifié pour la délicatesse et la subtilité du travail sur l'image qui accompagne le propos et la mise en scène du film. L'adaptation donc du roman de Nicolas Mathieu, enfin bon, je vais pas revenir sur le film Connemara, mais voilà. Donc ils annoncent également que les prix CST seront remis à l'automne, accompagnés par un tirage photographique de Claudine Doury. Donc je sais pas pourquoi ils délivrent pas le prix en même temps, mais bon voilà. Donc c'est trois prix qui ont été délivrés du coup cette année pendant Cannes par la CST, donc la Commission supérieure technique de l'image et du son. J'ai d'ailleurs hâte de voir les films et je voulais en parler avec vous, mais j'en parlerai pendant Critflix de toute façon avec David. C'est vrai que il y a un effet de soufflet en fait de Cannes. On en parlera d'ailleurs peut-être avec Salle 9. Dans les prochaines news, on va passer à des news en bref, ça va aller assez vite. Mais je voulais vous parler de l'annulation de la saison 3 de La Roue du Temps. Amazon a annoncé qu'il n'y aurait pas de reconduction de la série, donc malheureusement elle termine sur un cliffhanger. Enfin, ils ont essayé de boucler tout ça, mais on sent bien que ça ne passe pas. Il n'y a pas vraiment d'explication de la part de la plateforme, mais Ray Judkins, donc, qui est le showrunner, est vraiment déçu. Il avait prévu de faire une série sur le long terme. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de showrunners qui imaginent que leur série va durer longtemps et que ça va se faire sur le long terme. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Ce pauvre du Raid se retrouve avec ce bébé sur les bras et il sait plus quoi en faire. De ce que j'ai compris dans l'article que j'ai trouvé, donc c'était sur The Hollywood Reporter, c'est lui apparemment qui aurait quand même une partie des droits, donc il va peut-être tenter de transformer l'essai avec une autre plateforme, peut-être pour clôturer tout ça avec un film ou quelque chose comme ça. Donc ça, on vous tiendra au courant, mais pour l'instant, la série est annulée. Si vous ne l'avez pas commencé, je ne peux que vous indiquer de ne pas le faire, puisque dans tous les cas, vous n'aurez pas de conclusion à la suite de la 3e saison. Hein. Il faut savoir que chaque épisode fait quand même 1 heure, hein, donc on est parti pour un moment. Avec ces 3 saisons. C'est donc pour l'information, La Roue du Temps, c'était une série héroïque fantasy qui prenait place dans un univers qui ressemble très légèrement, s'il fallait faire une comparaison, à celui du Seigneur des Anneaux, donc avec du coup tout ce qu'il faut de monstres et de créatures féeriques. Voilà, tout ça sur fond de grands méchants réincarnés chez des jeunes. On a A24 qui a fermé une branche. Alors c'est marrant parce qu'à 24 on a l'impression qu'ils s'en sortent très bien. Alors je sais pas qu'ils s'en sortent mal, mais c'est juste qu'ils ont remarqué qu'ils ont une partie qui leur servait plus à grand chose et qui ramassait pas beaucoup d'argent. C'est la partie documentaire, cette partie non-fiction, comme ils l'appellent, avait notamment créé le documentaire Occupied City de Steve McQueen. Donc les 2 productrices en chef qui géraient cette branche ont été remerciées et le reste de l'équipe reste jusqu'à la fin des productions des titres qui sont en cours. Mais ensuite, à la suite de ça, la branche sera totalement fermée. On ne sait pas s'ils vont garder les équipes pour d'autres branches et pour d'autres parties d'A24. Ça ne veut pas dire qu'A24 ne fera plus de documentaires, c'est juste qu'ils ont fermé en fait la branche complète, celle qui ne s'occupait exclusivement que des films non fictionnels. Voilà, donc ça ne les empêchera pas de faire des documentaires dans les semaines, mois, années à venir. Et ben voilà, c'est tout. C'est tout, j'ai fini. Donc, on n'oublie pas que sur patreon.com/critflixmedia, vous avez toutes les vidéos qui sortent en exclusivité 24 heures avant tout le monde. C'est entièrement gratuit, vous avez juste à vous inscrire. Et vous avez droit à des exclusivités comme certaines critiques de films ou des petites vidéos exclusives. Et ensuite, sinon, vous pouvez aller nous rejoindre sur Instagram ou sur YouTube et mettre surtout un petit pouce bleu et un petit commentaire pour nous soutenir. Ça nous fait extrêmement plaisir. Le mardi matin, c'est la matinale. Le vendredi ou le samedi, c'est Critflix en audio uniquement. Et puis le reste de la semaine, des petits trucs qui sortent à droite à gauche, forcément. Donc voilà, n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Et puis je pense que c'est tout. On va en terminer avec cette matinale. Merci beaucoup. On se dit à mardi prochain. Et puis sinon à vendredi ou à samedi. Et puis voilà, à bientôt. Salut!